bien bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir Pierre-Henri Gergonne. Les unes de ce vendredi 20 mars, le jour du printemps. Il est urgent d'attendre, les syndicats jouent la prudence. Après le succès de la journée d'action d'hier, réunis ce matin, les 8 syndicats n'ont pas décidé d'une nouvelle journée de mobilisation. De Bruxelles, Nicolas Sarkozy réaffirme que la grève n'est pas une solution à la crise. Bruxelles qui minimise la polémique après la décision de Renault de rapatrier en France une partie de sa production. José Manuel Barroso parle de malentendus. La France affirme que la Slovénie ne perdra pas un seul emploi dans ce transfert. Et puis, c'est la bonne nouvelle du jour et l'une des conséquences de la baisse du prix du pétrole. C'est cette fois le prix du gaz qui va baisser de 11,3% le 1er avril. En 2008, le gaz avait augmenté de plus de 15%. L'actualité, Marie-Laetitia, toujours dominée par les suites de cette journée nationale d'action d'hier. Oui, et Nicolas Sarkozy maintient le cap malgré la pression de la rue. Les syndicats déplorent l'autisme du gouvernement qui mène à un véritable dialogue de sourds. Aujourd'hui à Bruxelles, Nicolas Sarkozy a donné une conférence de presse. Il dit vouloir mettre en œuvre sans délai les mesures déjà lancées, mais reconnaît que les manifestations d'hier témoignent d'un malaise, d'une inquiétude légitime. On l'écoute. Les manifestations d'hier, elles ont montré quoi ? Elles ont montré l'importance de l'inquiétude d'un certain nombre de salariés face à la crise mondiale. Il faut mettre en œuvre sans délai, c'est une exigence, les mesures qui ont été décidées. Alors je le dis aux Français, dans un espace de temps qui s'étalera dans une dizaine de jours jusqu'au mois de juillet, des mesures d'une très grande importance vont rentrer dans les faits concrètement. Alors, quelle suite à donner à ce mouvement ? C'était la question que se posaient ce matin les syndicats. Pas de manifestation dans les mois à venir. Hier, la mobilisation a été un succès, mais les syndicats qui se réunissaient ce matin se donnent le temps pour envisager un nouveau rendez-vous. Ils devraient en décider le 30 mars lors d'une nouvelle rencontre. Les syndicats ont insisté sur leur détermination à continuer et amplifier le mouvement. François Fillon l'a répété hier soir, pas question de mettre en marche un nouveau plan de relance. Il s'est abrité hier derrière le parapluie de la crise mondiale et le calendrier des mesures sociales qui seront mises en place d'ici l'été. Le point avec Anne-Louise de Rouen. Nicolas Sarkozy l'a réaffirmé, il compte mettre en œuvre sans délai les mesures du plan de relance. Les premières entreront en application dès le mois prochain. En avril, 3 mesures seront donc mises en place. Une prime exceptionnelle de 500 € pour 240 000 chômeurs s'inscrivant sur une période de 12 mois comptée du 1er avril 2009, ayant travaillé au moins 2 mois. Une prime de 200 € pour 4 millions de salariés. Cette prime de solidarité active sera versée en une seule fois. À compter de juillet, le RSA prendra le relais. Et une augmentation du minimum vieillesse de 6,9% pour 400 000 retraités. En juin, une prime exceptionnelle de 150 € sera versée à 3 millions de familles. Elle concerne en fait celles aux revenus modestes ayant des enfants scolarisés depuis plus de 6 ans et bénéficiant de l'allocation rentrée scolaire. Coût de cette mesure, 450 millions d'euros. 6 millions de foyers paieront moins d'impôts sur le revenu en 2009. Le gain moyen par ménage sera de 200 €. Et parmi eux, ils seront 4 millions dont les revenus se situent dans la première tranche d'imposition à bénéficier d'une réduction des 2/3 de l'impôt sur le revenu. Coût global de la mesure, 1,1 milliard d'euros. Et jusqu'au 31 décembre 2009, 100 000 ménages peuvent bénéficier du doublement du prêt à taux zéro. Cette mesure doit aider les ménages modestes à construire ou acquérir un logement neuf. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un comité de suivi en charge de veiller à l'application de toutes ces mesures. À Bruxelles, la réunion des 27 a été marquée par une série de renoncements. Pas de sommet européen pour l'emploi en mai, aucun chiffre pour le soutien aux pays émergents face au changement climatique. Seul engagement, l'Union européenne se dit prête à apporter 75 milliards d'euros pour renflouer le Fonds monétaire international ou encore l'aide d'urgence à l'Europe de l'Est à hauteur de 50 milliards d'euros. Renault qui relocalise, le groupe automobile rapatrie une partie de sa production sur le site de Flins dans les Yvelines. Et la production de certains modèles de Clio fabriqués jusqu'à présent en Slovénie seront à nouveau fabriqués en France. Pour la direction du groupe, il s'agit d'un simple rééquilibrage pour faire face à une demande accrue des petits modèles. Bruxelles demande des explications. Le livret A dans toutes les banques, en théorie c'est possible, vous le savez, depuis le 1er janvier.
Dans la pratique, ça coince parfois et la caisse d'épargne et la Poste rechignent à transférer ces fameux livrets d'épargne dans d'autres banques. Du coup, les clients se plaignent. Jean-Baptiste Daoulas. Clôturer ou transférer son livret A, ça peut virer au parcours du combattant. Comme pour Isabelle Régnier, cliente de la caisse d'épargne. J'ai envoyé en fait un courrier par la poste, j'ai passé 4 coups de fil, j'ai envoyé un fax et j'ai rappelé une dernière fois pour leur demander quand me parviendrait le chèque. Depuis le 1er janvier, toutes les banques proposent des livrets A et les litiges se multiplient. La caisse d'épargne et la banque postale sont accusées de traîner les pieds quand les clients demandent le transfert de leur livret. Ayant demandé le transfert, on leur oppose des délais. Oh là, ça va être long, vous savez, 1 mois, 2 mois. Ou encore, on leur propose une invitation à venir voir le conseiller clientèle pour discuter de l'opportunité véritablement de transférer le livret A. Bon, attendez, la loi est claire là-dessus, il n'y a aucune condition, il y a une liberté totale. Pourtant, la procédure est simple, le client a juste à fournir à sa banque le numéro de son livret à la caisse d'épargne ou à la banque postale et le transfert doit s'effectuer dans un délai de 15 jours. Pour l'instant, les grandes banques ne protestent pas officiellement, solidarité bancaire oblige, mais la France s'est engagée à appliquer la libéralisation du livret A. C'est une nécessité du fait de la politique de concurrence en Europe. Alors on peut traîner les pieds, mais le droit c'est le droit et la loi s'appliquera. En cas de litige, il faut envoyer une lettre recommandée au directeur de son agence et en l'absence de réponse, ne pas hésiter à saisir les autorités. Le marché immobilier touché par la baisse du crédit, c'est malgré le lancement d'une mission sur l'évolution du logement par Christine Boutin et une baisse relative des prix, les banques restent frileuses. C'est du moins ce qu'a constaté Nicolas Béard au salon de l'immobilier qui a ouvert ses portes hier à Paris. Stan et Valérie, 38 ans tous les deux, recherchent un pavillon. Au salon de l'immobilier, ils font le tour des banquiers, mais pas facile d'obtenir un prêt avec moins de 20% d'apport et 5 enfants à la maison. Les personnes qui ont des enfants qui sont le plus surendettés. Voilà ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Leur question principale, c'est toujours de savoir si on a déjà des crédits par rapport aux crédits qu'on va demander. Bon, c'est un peu normal, mais ils demandent quand même beaucoup de garanties et ils pourraient faire quelques efforts. Ce qui a motivé Stan et Valérie, c'est notamment la baisse des prix. Dans la région francilienne, ils ont chuté de près de 5% depuis le début de l'année. À cela s'ajoute une baisse des taux, moins 0,6 points en 6 mois. Du coup, les demandes de crédit explosent, mais le marché ne repart pas de plus belle pour autant. Il y a plus de demandeurs que de biens à vendre. Maintenant, si on fait le tri entre les gens qui vraiment vont pouvoir obtenir le financement, eh bien à l'inverse, là, on trouve peut-être un petit peu plus de vendeurs que d'acquéreurs. Les prêteurs sont quand même extrêmement exigeants sur la qualité des emprunteurs. Je vous embrasse pas tous, mais le cœur y est. À tel point qu'en ce début d'année, les transactions immobilières affichent une baisse de 20%, et ce, malgré les mesures de relance du gouvernement. Les banques nous assurent qu'il n'y a pas de blocage. Nous sentons quand même un décalage un peu entre la volonté des particuliers de construire ou d'acheter un appartement et l'octroi de prêts. Le marché reste donc pour le moment attentiste. Le doublement du prêt à taux zéro et la loi Sellier sur l'investissement locatif lui redonneront peut-être des couleurs. Les fromages français dans le collimateur de la Commission européenne, trop de sucre, trop de sel, trop d'acides gras. Un projet de la Commission vise à établir des profils nutritionnels. Pour le Sénat, c'est une atteinte au patrimoine alimentaire des Français. Alain Ricci. Le Beaufort et l'Emmental, ils sont tous attaqués par la Commission européenne. En cause, leur taux de sel et d'acides gras saturés. Bruxelles veut fixer des seuils à ne pas dépasser. 10% d'acides gras saturés, 0,6% de sel, 0,015% de sucre. Et ce, pour tous les fromages, incompréhensible pour cette fromagère de père en fille. Si on n'a pas de sel, on ne veut pas faire de fromage. Vous savez, dans l'Antiquité, on s'est aperçu, on faisait cailler le lait et c'est le sel qui a permis de la conservation. Donc déjà, faut arrêter. Ce sont les fromages à pâte sèche les plus visés par ces mesures. Ils contiennent plus d'eau et donc plus de sel. Mais ce n'est pas l'essentiel, selon cette spécialiste. Manger du fromage comme tel que du comté, du Beaufort ou n'importe quel autre fromage, c'est bon pour la santé. Pourquoi ? Parce que le fromage a d'autres choses que simplement du sel. Il contient aussi des acides gras polyinsaturés. Il contient de l'oméga 3. Il contient du calcium actif. Il a des micro-organismes vivants qui permettent à notre corps de se défendre. Tout était pourtant parti d'une bonne intention. Bruxelles voulait supprimer les publicités trompeuses sur les produits étiquetés allégés alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais avec ces seuils sur le fromage, les industriels du lait redoutent ce paradoxe. Le fromage est riche en calcium.
dans plusieurs années, si on ne peut plus le dire, ce sont d'autres produits qui auront été assemblés, enrichis en calcium, qui pourront le dire. Un soda, par exemple, sans calories, sans sucre, sans graisse, mais enrichi en calcium, pourra dire un verre de mon soda apporte tant de calcium. Et nous, sur nos fromages, on ne pourra plus le dire. C'est quand même pas très normal. Les fromages ne sont pas les seuls à être mis à l'index. Les beurres allégés ou encore les crèmes avec moins de matière grasse sont aussi visés par Bruxelles. Voilà, Bruxelles qui, une fois de plus, crée la polémique en matière alimentaire. Un autre invité, Pierre Saner, vous êtes directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Alors, à la vue de ce reportage, est-ce que vous avez l'impression que Bruxelles met en danger la qualité des terroirs et des productions alimentaires françaises ? Alors, écoutez, c'est vrai que c'est assez préoccupant. On peut effectivement légitimement s'interroger sur une nouvelle législation dans ce domaine. Mais peut-être, et là, ce n'engage que moi, parce que je vais être politiquement assez incorrect. Je dirais que non seulement le fromage est bon, mais qu'il doit être apprécié avec du bon vin. Alors justement, le vin, il en est également question à Bruxelles avec cette autre polémique qui concerne cette fois le vin rosé, avec cette autorisation accordée de produire du vin rosé fruit de coupage entre un vin rouge et un vin blanc. Là encore, est-ce que ça va dans le bon sens ? Vous savez, ce qui a motivé la création de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, c'est aussi de faire la promotion d'un patrimoine gastronomique et que celui-ci s'incarne dans un certain nombre de savoir-faire, de techniques, de pratiques, et qu'au fond, l'un des enjeux de ce débat à travers et le fromage et peut-être les vins et la façon dont le rosé peut être apprécié, c'est effectivement de célébrer et de reconnaître un certain nombre de savoir-faire, de pratiques, de techniques, et c'est probablement celles-ci qu'il faut défendre. Elles sont vraies en France, elles sont probablement vraies ailleurs, de par le monde, et c'est l'objet, c'est notre engagement, je dirais, dans cette mission. Mais en quoi la cuisine d'un pays fait-elle partie de sa culture ? Alors c'est tout. Alors plus que la cuisine, c'est peut-être la gastronomie, cet art du bien manger et du bien boire que nous souhaitons rappeler. À la fois, ça semble évident et en même temps parfois un peu anodin ou à la marge. Je crois que de bien manger et de bien boire, c'est aussi de partager quelque chose, c'est aussi une façon de se reconnaître, c'est aussi une façon d'apprécier une diversité d'un pays. Donc oui, nous n'avons de cesse que de rappeler que c'est un élément de la culture, c'est un élément aussi de notre patrimoine. Qu'on le dit, un repas partagé fait appel à beaucoup d'éléments, que cette cuisine ou ces savoir-faire s'incarnent dans des objets, dans des produits, dans ce que l'on appelle donc une expression culturelle. Donc des savoir-faire également. Et évidemment des savoir-faire. Alors pardon, Marie. Alors, vous avez parcouru la France pour aller découvrir des recettes, des terroirs. Est-ce que vous avez fait des découvertes qui pourraient nous faire saliver ? Alors, écoutez, là, malheureusement, au risque de vous décevoir un tout petit peu, c'est vrai que certes, nous avons voyagé en France, en Outre-mer, et la diversité des pratiques alimentaires françaises est réelle. Néanmoins, il ne s'agit pas d'inscrire une recette plus qu'une autre. Il ne s'agit pas d'inscrire un produit en tant que tel, mais une façon de vivre la table, une façon de la partager. La convention de l'UNESCO de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est très claire à ce sujet. Il parle effectivement de savoir-faire, de pratiques, de techniques qui sont identifiées par une communauté, revendiquées comme telles, recréées en permanence et également transmises de génération en génération. Alors peut-être que certaines recettes correspondent, mais ce n'est pas, je dirais, l'objectif que l'on s'est donné. C'est plutôt de faire reconnaître qu'une pratique culturelle de la table en France mérite d'être classée au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors c'est Nicolas Sarkozy qui le disait lors, je crois, de son avant-dernière visite au Salon de l'Agriculture en 2008. Nous avons la meilleure gastronomie du monde. Comment peut-on dire une chose pareille ? Est-ce qu'on peut hiérarchiser les gastronomies de la planète ? Alors, bien évidemment, je pense que cette phrase engageait le président de la République. Ce n'est pas la motivation première, évidemment, qui nous a permis d'envisager de déposer un dossier. Et il est clair, et je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vrai pour nous Français, de savoir que l'on se reconnaît dans une gastronomie et dans une façon de vivre la table, l'est également pour de nombreux peuples. Et il ne s'agit pas de primer une excellence par rapport à une autre. Et il va sans dire que, je crois
crois que hier, nous avons eu le grand privilège, le grand honneur d'avoir l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Pérez de Cuellar, de nationalité péruvienne et qui, vous le savez peut-être, séjourne, habite en France et qui a dit que oui, la cuisine française était pour lui une source de référence, était essentielle, mais que bien évidemment d'autres dans le monde méritaient tout autant. Et c'est l'objet de notre combat d'une certaine manière. Mais est-ce que finalement rester la monument historique français en faire excusez-moi, Alors, est-ce que le dossier peut aboutir, finalement, ce dossier français dont on devra avoir le résultat à la fin de cette année? Le calendrier est un tout petit peu plus échelonné. Nous devons déposer un dossier au 31 août de cette année avec vraisemblablement une déclaration, enfin en tout cas une inscription, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous appelons notre vœu, nous avons travaillé dans ce sens, à l'automne 2010. Mais pour reprendre un peu ce qu'on pense que vous aviez probablement en tête en parlant de patrimonialisation ou de monumentalisation d'un patrimoine, il ne s'agit pas de le figer. Et c'est justement le point pour lequel j'ai insisté sur cet aspect de recréer en permanence et de transmettre de génération en génération. Il s'agit d'un patrimoine vivant. Et je crois que, enfin du moins j'espère que chacun des détenteurs de ces savoir-faire, agriculteurs, chefs cuisiniers, restaurateurs, et nous, à table, dans les restaurants ou chez nous, permettons de continuer de faire vivre cette tradition. Cette tradition, c'est d'abord la transmission. Alors justement, cette idée a germé dans les années 2006, je crois, à l'initiative de grands chefs, les Bocuse, les Trois Gros, les Ducasse, qui ont milité pour cette inscription. Eux sont des formidables ambassadeurs, finalement, de cette cuisine française déjà aujourd'hui à travers le monde. Alors, une précision, c'est vrai que nous avons obtenu le soutien, et c'est indispensable, d'un certain nombre de grands chefs qui sont, comme vous l'avez dit, les ambassadeurs de ce geste artistique. Mais ce qui est intéressant dans la cuisine française, c'est cet aller-retour toujours entre la haute sphère incarnée par Paul Bocuse, vous l'avez cité, et également la façon dont ça se réapproprie par des classes, je dirais, plus populaires. Et de toute façon, l'un des intérêts, c'est qu'effectivement, cette cuisine française dépasse les clivages entre haute sphère et non nantis, et que des chercheurs nous accompagnent aussi dans ces projets. C'est vrai que ce projet est né à Tours, en fait, en 2006, après la création d'un institut, l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation, qui met en réseau des chercheurs de l'ensemble de l'Europe. Mais il est vraiment essentiel, et je me permets de reparler de cette intervention que nous avons pu avoir au Palais du Luxembourg hier. Il est essentiel que les communautés et que l'ensemble des territoires revendiquent aussi cette appartenance et cette identité dans une culture gastronomique partagée. Alors, est-ce que dans la crise mondiale, la gastronomie peut être un repère ? Moi, je pense que c'est même essentiel et que l'on doit absolument avoir ça à l'esprit et en tête. Et je dirais là aussi, nous avons la volonté, puisque de mettre en place peut-être des actions et un programme d'action une fois l'inscription, et même de manière générale pour la promotion de ce bien manger et de ce bien boire, et que modestement et humblement, ce que c'est la France, ce qu'elle sait faire, elle est probablement capable de l'exporter, en tout cas de mettre en place dans le cadre d'une coopération intelligente avec des pays où les savoir-faire existent aussi et sur lesquels on doit alerter et dire c'est essentiel, ça fait partie de la culture et il faut l'inventorier, le documenter, le promouvoir et en faire autant que faire se peut des choses de culture essentielle. Alors, quand est-ce que nous saurons si la gastronomie française sera au patrimoine de l'humanité? Alors, normalement, les débats, et si nous déposons, comme nous souhaitons le faire, au plus tard le 31 août de cette année, le processus de l'UNESCO est en train de se faire, la jurisprudence, et disons qu'on marche en avançant un petit peu là. Il y a 3 mois de réflexion, on pourra amener des éléments complémentaires s'il le souhaite. Je vous passe sur les comités, organismes subsidiaires et autres. Et comme je disais, normalement, c'est à l'automne 2010 que l'on saura si, oui ou non, la gastronomie ou
certains des éléments, il nous reste à définir précisément, peut faire partie du patrimoine de l'humanité. Alors imaginons que la France soit le premier pays au monde, parce que ça serait le premier, qui soit inscrit, en tout cas qui inscrirait sa gastronomie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça aurait finalement quelles conséquences pratiques? Alors il y a plusieurs enjeux, hein, évidemment. D'abord, c'est vrai, vous l'avez dit, aucune cuisine à ce jour n'a été jugée digne de faire partie du panthéon des créations humaines, des théâtres, des architectures, des langues, des danses en font partie, et il me semble que cette expression culturelle du bien manger, du bien boire peut en faire partie. Les conséquences, elles sont vraiment importantes, et il faut rendre hommage là aussi aux concepteurs et aux rédacteurs de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui nous obligent et nous demandent à tous les candidats de élaborer un programme d'action, ce qu'ils appellent des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous Français, vous estimez que la gastronomie fait partie de votre culture, qu'allez-vous faire pour la promouvoir, la préserver, la transmettre aux générations futures? Et cet aspect-là des choses est vraiment essentiel, stimulant, excitant. Fort heureusement, en France, nous avons des expérimentations, nous avons des expériences dans ce sens qui sont originales, qui existent localement, je pense, notamment l'éducation des enfants. Eh bien, on en reparlera, j'espère, bien avant 2010. Hein. Merci Pierre Saner d'avoir été avec nous ce soir. À suivre, les 100 jours d'Obama. Vous le savez, c'est la chronique hebdomadaire présentée par Caroline Delage. Immédiatement après, Bibliothèque Médicis. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Alain Juppé pour son dernier livre. Et n'oubliez pas, à partir de 10h30, demain, samedi, vous pourrez suivre sur notre antenne en direct la Convention nationale du Parti socialiste. Nous sommes vendredi, c'est le jour du printemps. Très bon week-end, Marie, très bon week-end à tous. Bonjour, est-ce la fin de l'état de grâce? L'administration Obama connaît en tout cas sa première crise cette semaine. Une crise déclenchée par AIG, le numéro 1 de l'assurance aux États-Unis, et par les dizaines de millions de dollars de bonus touchés par ses dirigeants alors que l'entreprise est sous perfusion étatique pour survivre. Sur les 170 millions octroyés par le gouvernement, 165 ont été redistribués en primes, de quoi déclencher la colère des contribuables américains. Un sénateur républicain a même suggéré aux responsables de cette déconfiture de démissionner ou de se suicider. Et en attendant, c'est Timothy Geithner qui est sur la sellette. Certains parlementaires réclament la démission du secrétaire au Trésor et Barack Obama s'est senti obligé de voler à son secours. I have complete confidence in Tim Geithner. There has never been a Secretary of the Treasury, except maybe Alexander Hamilton, right after the Revolutionary War, who's had to deal with the multiplicity of issues that Secretary Geithner's having to deal with, all at the same time. Barack Obama qui a demandé à Timothy Geithner de tout faire pour que ces bonus soient remboursés, et c'est ce qu'exigent les parlementaires qui ont interrogé de façon plutôt musclée le patron d'AIG. Do you really believe that these are the only people that are capable of doing this job? No, I don't. So you could have fired these people to replace them with equally capable professional people that are currently unemployed on Wall Street right this minute. I've asked those who receive retention payments in excess of $100,000 or more to return at least half of those payments. I'm now asking you to send us the names of those who received bonuses who have not given them back. Pay the $165 million back. Et les représentants en colère ont adopté par 328 voix contre 93 un projet de loi qui taxe à 90% les primes obtenues en 2009, telles que celles d'AIG. Et face à cette tension ambiante, l'intervention de Barack Obama dans la très populaire émission de variété The Tonight Show n'a pas toujours été bien comprise. Le président y est apparu très décontracté, trop peut-être. Il a en tout cas fait sa première gaffe. I imagine the bowling alley has been just burned and closed down. No, I've been practicing. Really? Bowling. Really? I bowled a 129. Oh no, that's very good. Yeah. Oh, that's very good, Mr. President. This is like Special Olympics or something. No, that... Les organisations internationales attendaient un geste sur ce dossier. Barack Obama a nommé un émissaire spécial pour le Soudan et ce n'est finalement pas George Clooney malgré son engagement en faveur du Darfour. L'homme de la semaine, c'est Scott Grayson, un général à la retraite. Le Soudan et le Darfour sont une priorité de cette administration, a dit le président. Comme chaque semaine, le regard du romancier américain Jake LaMarr, cette fois-ci l'auteur de Confession d'un fils modèle, donne à Barack Obama la note de 7 sur 10.
Cette semaine, Obama a dû gérer un scandale économique. Il n'a pas reçu de bons conseils par son équipe économique. À mes yeux, Obama a réussi de montrer qu'il est avec le grand public et contre les hommes d'affaires cupides. Mais le gros problème sera quand Obama, très bientôt, devra demander plus d'argent pour la suite de sauvetage des institutions financières. C'était une semaine très difficile et je pense que ce scandale, particulièrement vis-à-vis de Timothy Geithner, peut grandir. Un coup d'œil sur ce que la toile a retenu de la semaine d'Obama, un sujet signé Caroline Deschamps. Has-been John McCain, pas si sûr. Pour preuve, il a accordé une interview au journaliste politique George Stephanopoulos d'ABC via Twitter, le site de microblogging, en respectant les 140 caractères des messages Twitter. Ras-le-bol de la crise. En ces temps de tourmente économique, les sites résolument optimistes avec des infos positives font florès sur la toile américaine. À l'image du site Good News Network ou du blog Good News Economist, qui a annoncé un rebond du marché immobilier à San Francisco. Barack Obama à la sauce Saint-Patrick à l'occasion de la célèbre fête irlandaise. Un clip vidéo revisite la légende. Le lutin Leprechaun en compagnie d'Obama sauve les États-Unis de la crise économique. Et pour décrypter la semaine d'Obama, 3 questions à Dick Howard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue américain. Vous avez publié Aux origines de la pensée américaine. Obama a perdu 12 points dans les sondages cette semaine. Est-ce que l'état de grâce est terminé? Non, non. On peut perdre 12 points une semaine, on remonte 15 la semaine suivante. Non, je pense qu'il jouit d'un capital de confiance qui est pour l'instant inébranlable, d'autant plus que les républicains qui jouent la carte du populisme ne marchent pas. Ils n'ont rien à proposer concrètement, donc je ne vois pas de problème. Malgré tout, une majorité d'Américains pense qu'il en fait trop. Est-ce que c'est aussi votre avis? Je pense qu'il ne pouvait pas ne pas s'attaquer à ces 4 points qu'il a nommés le 24 février lors de son grand discours et qui poursuit dans ce chemin. Ce qu'il y a, si vous permettez, il a une arme très importante dont il s'est servi non pas cette semaine mais la semaine passée lorsqu'il a lancé 14,3 millions de mails à ses supporters en leur demandant de venir à son aide. C'est une arme dont on se sert qu'une seule fois parce que si ça ne marche pas, cette arme est inutile. C'est un peu comme l'arme atomique, n'est-ce pas? Bon. Alors, Barack Obama envoie un message inédit à l'Iran via une vidéo sur Internet à l'occasion du Nouvel An iranien. Donc, il propose une nouvelle relation avec Téhéran. Est-ce que cette main tendue peut changer la donne? Ça va changer la donne dans le sens qu'on va se mettre à négocier. Ça ne changera pas ce qui se passe militairement en Iran. Il faut partir de l'idée que l'Iran va avoir ou a déjà suffisamment d'uranium pour faire une bombe. La question maintenant, c'est justement comment endiguer cela. Si vous voulez, la situation de Barack Obama aujourd'hui est comparable à la situation de Dwight Eisenhower lorsqu'il a pris la présidence en 1953, c'est-à-dire au moment de la guerre de Corée, guerre froide devenue chaude. Qu'est-ce qu'il fait Eisenhower? Il n'envoie pas les troupes comme voulait son secrétaire d'État. Il ne fait pas rollback, au contraire, il fait une trêve. D'autre part, il s'attaque au communisme, au macartisme, non pas, encore une fois, non pas avec un pouvoir présidentiel fort, etc., mais avec le soft power, c'est-à-dire avec une lutte anti-idéologique. Et Obama est dans une situation similaire vis-à-vis de l'Afghanistan, vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis de cette idéologie islamiste. Justement, à propos de l'Afghanistan, un petit groupe de parlementaires a écrit au président pour lui demander de revoir sa nouvelle stratégie en Afghanistan. Est-ce que, tel que l'a titré Newsweek il y a quelques semaines, est-ce que l'Afghanistan va devenir le nouveau Vietnam d'Obama? Comme j'ai utilisé un exemple historique, vous avez tout à fait droit d'en utiliser un autre, et je crois effectivement qu'il en est conscient, ou du moins ses conseillers en sont conscients, et toute la question c'est comment est-ce qu'il va s'en sortir. Je crois qu'on se rend compte que c'est un guet-apens. Et maintenant, comment s'en retirer? Pour terminer sur l'analogie de Vietnam, vous vous souvenez, à un moment, des parlementaires ont écrit à Lyndon Johnson en lui disant la seule manière de s'en sortir, c'est de déclarer la victoire et de partir.
quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Dick Howard, merci d'être venu nous voir à Paris. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les 100 jours Obama.